Sur la rive droite, nobles et bourgeois de Bordeaux possédaient des exploitations agricoles, ont construit de belles demeures, souvent des chartreuses, qui constituent le patrimoine actuel de la commune de Tresse ainsi que des communes voisines. S'agissant de demeures liées à une exploitation agricole, le plan cadastral de 1824 montre logiquement un éparpillement de l'habitat, la faible occupation dans le bourg actuel et des hameaux un peu plus densément occupés comme les Forts, Guignan et Jolibois. À de grandes exploitations agricoles pour l'époque correspondent des demeures à l'architecture imposante. Sur l'emplacement probable d'une ancienne motte féodale a été construite au XVIIIe siècle la maison noble appartenant à la famille Sénaillac. La demeure se présente sous la forme d'un carré composé d'une résidence regardant vers le sud et de bâtiments agricoles. Autres éléments fondamentaux que nous retrouverons ailleurs, la présence d'un vivier, des bois, d'une allée pour gagner la maison, le tout étant entouré de terres agricoles. Autre maison noble, le château de Fontenille, qui se présente sous une forme rectangulaire, avec une partie résidentielle orientée plutôt est-ouest. Comme à Sénaillac, il y avait un vivier, toujours visible sous la forme d'un plan d'eau, des espaces boisés le long de la rivière l'Espiau, une longue charmille permettait de rejoindre la route de Bran. C'est au XVIIIe siècle que la famille Balguerie s'installe dans la maison noble de Palot, qui appartenait jusque-là à une seigneurie de l'Entre-deux-Mers. La résidence est séparée des bâtiments agricoles, où logeaient aussi les personnes qui travaillaient sur l'exploitation. Au recensement de 1836, Jean Balguerie, maire de Tresse, pendant près de 30 ans, était présent avec sa femme et disposait d'un certain nombre de personnes à son service. Notons l'existence d'un espace boisé, d'un vivier utilisé aussi par les habitants résidant à proximité. Le château de Biré, construit au XVIIIe siècle par la famille noble des de Biré, est caractéristique des chartreuses édifiées dans l'entre-deux-mers durant ce siècle. La composition architecturale est beaucoup plus ouverte. Les éléments résidentiels composant un U, avec des bâtiments agricoles rattachés à cet ensemble. Comme dans les autres demeures, il y avait un vivier, des bois et une allée arborée reliée au chemin de Mélac. Le cas de Lizaine est particulièrement intéressant parce que, à côté d'une chartreuse, a été conservée la ferme Berthous, qu'on appelle localement une coucoute, parce que cet habitat ressemble à une poule qui couve ses œufs en écartant ses ailes.
Il s'agit d'une bâtisse associant les fonctions d'habitation et d'exploitation. Durant le XVIIIe siècle, la coucoute a perdu son rôle d'habitation, devenant l'annexe d'un nouvel habitat plus confortable, en l'occurrence la chartreuse de Lisène que nous découvrons maintenant. Pas de bois associé à cette chartreuse, mais de viviers. La chartreuse de Lisène a la forme de U, tandis que les bâtiments agricoles sont placés de part et d'autre des branches de ce U. Lorsque Jean Laporte, négociant à Bordeaux, achète cette chartreuse, il orne l'entrée par des grilles et trace aussi une immense allée qui conduit à la route de Branne, où s'ouvre un portail en fer forgé à ses initiales. Bellevue, qui appartenait à un restaurateur de la Bastide, est en 1824 une demeure qui présentait une architecture différente, puisqu'il s'agit d'un bâtiment en L, dont l'entrée se situe directement sur le chemin actuel de la Paire, ce qui constitue une exception par rapport aux autres demeures présentées jusqu'à maintenant. Non loin de Fontenille, au lieu-dit Belêtre, se trouve une belle demeure qui appartenait en 1824 à la famille Lespiau. Les bâtiments épousent la forme d'un T, dont la base est constituée d'une maison avec un étage qui sert de résidence. Un des éléments du T n'existe plus aujourd'hui. Les maisons nobles ou bourgeoises ne se limitent pas aux propriétés les plus importantes. Celles de 20 à 40 hectares comptent aussi quelques magnifiques demeures. C'est le cas de Chagnes, nom de la famille qui occupait cette résidence. Une longue allée part du chemin d'Artigues, conduit à une chartreuse de grande qualité ayant la forme d'un U, avec des bâtiments agricoles à proximité. Marès, aujourd'hui propriété de la commune, était occupée par la famille du même nom. Le couple et 4 enfants plus des domestiques. On comptait 4 bâtiments en 1824, alors qu'aujourd'hui ne sont visibles que la résidence à un étage et un bâtiment agricole, transformé aujourd'hui pour recevoir des associations. De belles demeures, de Sion à Lachaud, en passant par Chattard et Nicolas, se localisent au sud de la route de Branne, accessible pour certaines grâce à des allées ombragées. Un seul bâtiment dans le cas de Sion. Plusieurs bâtiments dans le cas de Nicolas. Lachaud forme un ensemble plus massif, composé de plusieurs habitations aux mains de 2 propriétaires en 1830. Que penserait aujourd'hui de la circulation le sieur Rive qui s'était installé à proximité de la route de Branne pour profiter de l'animation sur cette voie? À proximité de l'actuelle avenue du Desclos, Masson associe habitat résidentiel et bâtiments agricoles. Sur la route conduisant à Fargues-Saint-Hilaire, la belle demeure du Landais et ses bâtiments en forme de L. Plus au nord, le domaine de La Roche regroupe plusieurs bâtiments sans recherche architecturale particulière. Le vivier est toujours visible et un bois de châtaigniers se trouve non loin. En 1824, sur le chemin du même nom, Perrineau offrait une maison de résidence avec un étage entouré de végétation. Enfin, au Maine des Forts, la veuve Allot occupait un bâtiment relativement ancien au sein d'un hameau, associant sous un même toit habitat privé et activité agricole. Vers 1830, ces grands domaines possédaient plusieurs maisons,
abritant le personnel de service ou des journaliers ou des métayers. Par exemple, le domaine de Biré comptait 4 maisons, et il y en avait 3 pour les domaines de Sénaillac, Bellevue, Palot et Lisaine. En écartant l'habitat relevant des grands domaines, reste une soixantaine de maisons qui se regroupent en quelques lieux. La présence de 6 familles occupant les bâtiments du Flamand sur la route de Libourne résulte-t-il d'un processus d'héritage qui aurait démantelé l'ancienne demeure et les bâtiments d'exploitation? Pas de doute par contre sur l'existence de 2 hameaux au Maine des Forts et à Guignan. On comptait au moins 8 propriétaires vers 1830 dans le Maine des Forts, dont la veuve Allot à la tête de plusieurs bâtiments et d'une exploitation agricole. C'est également le long d'une rue que s'organise le hameau de Guignan, qui concentrait une population beaucoup plus importante que dans le bourg de Tresse. Si les habitants de Guignan sont également propriétaires terriens, ils exercent des métiers dans les services liés à l'agriculture, et on compte en effet 2 familles de forgerons en ce lieu. Parmi eux, les Mobilas, régulièrement élus au conseil municipal de Tresse jusqu'au milieu du XIXe siècle. La continuité du bâti avec des maisons à un étage est plus marquée sur un des côtés de la rue qui dessert le hameau de Guignan. Jolibois, avec son regroupement d'habitations assez remarquable, se localise dans le quart sud-est de la commune. Plusieurs propriétaires se partagent en 1830 les différentes maisons de ce hameau, et le sieur Rambaud Charon en possède par exemple 3. Se côtoient dans ce hameau une maison bourgeoise avec des terrains agricoles proches et des maisons plus petites, ainsi que des bâtiments agricoles. Enfin, Mélac, au croisement de la route de Branne et du chemin conduisant au bourg, rassemble plusieurs maisons dispersées dans cet espace. La presque totalité des maisons construites avant 1850 utilisaient des moellons pour édifier les murs, la pierre de taille servant exclusivement à assurer la solidité de l'ensemble. Le château Biré constitue une exception, puisque la pierre de taille est utilisée au cœur de la façade de la résidence principale, tandis que les extrémités restent en moellon. À Chagnes, chartreuse du XVIIIe, la totalité de la demeure est constituée de moellons, visibles sur la façade arrière, recouverts d'un enduit sur la façade principale. Il en est de même à Lisaine, à Cameau ou encore à Marès. L'état d'une des plus vieilles maisons du bourg de Tresse, en face de l'église, avant sa restauration, donne une idée des modifications apportées dans les ouvertures, de la piètre qualité des moellons utilisés, ce qui a rendu indispensable l'usage d'un enduit lors de sa restauration. L'usage des moellons reste la règle lors de la construction du presbytère en 1834. La pierre de taille est utilisée de manière parcimonieuse
en raison de son coût lié à l'extraction et au transport. Il en est de même lors de la construction de la première école à Tresse. À partir de 1850, l'utilisation de la pierre de taille se généralise en raison des techniques de production et des moyens de transport qui permettent de réduire le coût final. Durant la deuxième partie du XIXe siècle et le début du suivant, d'importants travaux de restauration sont réalisés dans les plus belles demeures, propriétés de la bourgeoisie. Au château Sénaillac, la partie résidentielle est profondément rénovée, tandis que progressivement, de nouveaux bâtiments agricoles viennent compléter l'ensemble, ce qui double la superficie du bâti. Il en est de même à Bellevue, non loin de Sénaillac, où les parties construites doublent de surface. Il s'agit surtout de nouveaux bâtiments agricoles qui permettent de répondre à une transformation des modes de production. À Périnaud, les propriétaires ont ajouté un long bâtiment destiné à recevoir les bêtes et le matériel, ainsi que la production agricole. Dans certains cas, des propriétaires aisés décident de ne pas procéder seulement à la rénovation de l'existant, mais de construire une nouvelle demeure qui témoignera de leur niveau social. Il en est ainsi à l'Espagne, où surgit un nouveau bâtiment qui s'inspire un peu des chartreuses du XVIIIe siècle. Le château de la Séguinie constitue un exemple encore plus probant. Monsieur Tessonneau, industriel, qui sera aussi maire de la commune, édifie un château qualifié à l'époque d'élégant, de bon goût, enrichi de sculptures. Autour sont des parterres, des grands ormeaux, au pied de la croupe où coule un ruisseau, entourant une île couverte de fleurs et d'arbustes. Aux Ormes, le nouveau propriétaire décide de faire construire une nouvelle demeure qui relève de ce qu'on appelle les maisons de maître et qu'il dénomme le chalet. La conception architecturale est tout à fait différente. Les toits sont en forte pente et de grandes ouvertures permettent de laisser entrer la lumière. Enfin, dans le domaine de Bel-Air, rattaché au château Laffitte d'Artigues, les propriétaires ont édifié un ensemble d'une autre nature architecturale, relevant une fois de plus de la maison de maître, telle qu'on la conçoit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en utilisant ici la pierre de taille et la brique rouge. Durant l'âge d'or des cartes postales, dans le premier quart du XXe siècle, les propriétaires n'hésitent pas à faire connaître leur patrimoine et acceptent même d'être présents sur les reproductions. Parfois en compagnie de leurs domestiques. Durant le XIXe siècle et jusqu'en 1960, la population communale augmente en deux paliers, de 600 à 800 habitants à la fin du XIXe siècle, puis de 800 à 1000 habitants à partir de 1954.
En 1851, les ménages sont composés de 3 à 5 personnes. La répartition géographique de la population se modifie au fil des recensements. Ainsi, en 1872, la dispersion de la population l'emporte en corrélation avec l'occupation de l'habitat agricole par des ménages travaillant dans de grandes exploitations. Toutefois, le regroupement est plus important dans les hameaux, tels Jolibois, Mélac, Guignan, Les Forts ou encore Flamand. La grande nouveauté, c'est la concentration de plus en plus marquée d'une partie de la population dans le bourg de Tresse. Cette évolution est confirmée par le recensement de 1906. Non seulement le bourg de Tresse apparaît comme un pôle de fixation de plus en plus important de la population, mais cette dernière s'installe de plus en plus le long des axes de communication et en particulier le chemin de Mélac. L'évolution du nombre de logements est éclairante. Dans le Maine des Forts, le nombre de logements se réduit, probablement par augmentation de la taille de ces derniers pour des raisons de confort. Alors que dans le bourg de Tresse, sur la route de Mélac, à Mélac ou encore à Jolibois, on a construit de nouvelles maisons et donc de nouveaux logements. En 1906, la supériorité du bourg de Tresse en nombre de maisons, de logements et de population, environ 70 personnes, est une évidence. Viennent ensuite le quartier de Mélac, Jolibois et le chemin de Mélac. Une question fondamentale se pose alors: comment et pourquoi le bourg de Tresse est-il devenu un point de concentration de la population alors que jusqu'en 1830, il n'y avait que 3 maisons? Progressivement, les élus ont développé une centralité au bourg, en commençant par la réalisation du presbytère en 1834 grâce à une souscription. C'est ensuite la construction d'une école servant aussi de mairie, le tout en plusieurs étapes. Le premier projet d'une école remonte à 1839. Son financement est difficile et les élus choisissent d'installer ce nouveau bâtiment à l'emplacement de l'actuel tabac. Plus tard, il apparaît nécessaire d'agrandir dans un premier temps cette école trop petite pour le nombre d'élèves et trop peu confortable pour accueillir les instituteurs. En 1872, la famille Lecourt, instituteur de père en fils et en filles, habite dans cette école dans des conditions qu'on jugerait aujourd'hui peu acceptables. Si bien que progressivement, l'idée germe de déplacer l'école et la mairie à l'emplacement que nous connaissons aujourd'hui, ce qui suppose un énorme effort financier, alors que la commune doit supporter l'emprunt qu'elle a souscrit pour la construction de l'actuel clocher. Le projet se concrétise vers 1879, grâce à une aide substantielle de l'État, à la vente de l'ancienne école, à un apport financier conséquent de la commune. Le terrain retenu appartenait à Madame Ducou, la femme du propriétaire de Lizaine. Il s'agit d'un terrain en zone humide où pâturait le bétail. Le nouveau bâtiment est conçu tout en pierre de taille, pas toujours de bonne qualité, selon un plan que l'on retrouve dans bien des communes. La mairie au centre, l'école des filles et l'école des garçons de part et d'autre. Et à l'étage, les logements des instituteurs.
Situation peu choquante à l'époque, un débit de boissons se trouvait à proximité de l'école des filles. La commune doit trouver un nouveau bâtiment pour abriter le télégraphe puis un peu plus tard le bureau de poste. Au carrefour de l'avenue actuelle des Trois-Lieux, Joseph Adéma, jockey au domaine de Biré, obtient l'autorisation d'ouvrir une auberge. La famille pose sur le perron vers 1910. Le couple avec 3 filles et un garçon. Ce dernier participera à la guerre de 1914-1918. Le regroupement des fonctions dans le bourg a un effet attractif sur la population, mais les nouvelles maisons se dispersent le long des chemins, notamment l'actuelle avenue des Écoles, le long de laquelle on peut encore aujourd'hui observer les maisons construites à la fin du XIXe siècle. La comparaison des données sur la population du bourg au début du XXe siècle et en 1954 permet de constater que la dominante, qui était de 2 à 3 personnes par ménage, devient 2 personnes par ménage, ce qui traduit un vieillissement de la population et explique la présence de retraités. D'autre part, les occupants des maisons du bourg avaient des activités liées au monde rural en 1906, ce qui n'est plus le cas en 1954, comme le montre la diversification des emplois. Cependant, jusqu'en 1954, et malgré la formation de cette rue conduisant de l'église à la mairie, le bourg de Tresse continue d'offrir des paysages qui sont ceux d'une commune rurale, où la végétation est encore omniprésente. Outre les fonctions administratives, le centre-bourg possédait 2 épiceries. L'une d'elles était encore en activité dans les années 90. Elle a été remplacée par un commerce tabac-presse. Dans le reste de la commune, la construction de maisons se réalise au gré des opportunités foncières et principalement le long des voies de communication. En règle générale, il s'agit de maisons en pierre de taille, souvent édifiées entre la fin du XIXe siècle et le premier quart du XXe siècle. Il en est ainsi sur l'actuel chemin de la Paire, mais aussi à Jolibois, le long du chemin qui permet de rejoindre la route de Branne. Le phénomène est encore plus marqué à la périphérie du domaine de Biré, en raison des difficultés financières des propriétaires. Sur le chemin de Comtesse, les propriétaires de Biré ont vendu plusieurs lots de terrain sur lesquels ont été bâties des maisons. Il en est de même le long du chemin de Mélac, dans le secteur de la Louve Pendue. L'attractivité du quartier de Mélac est réelle. Elle est fondée sur la circulation le long de la route de Branne et sur l'existence de ce carrefour important au croisement avec le chemin qui conduit au bourg de Tresse. Non seulement on note la présence de commerces, mais à l'initiative des habitants de Mélac, se développent des équipements sportifs, une fête locale totalement autonome de celle qui avait lieu au cœur de la commune. La population de Mélac double entre 1906 et 1954 pour atteindre 140 habitants, répartis dans des ménages comptant plus de personnes qu'au bourg, telle la famille Armenot, important propriétaire foncier dans ce quartier. D'ailleurs, en 1954,
l'agriculture occupe encore une grande place, même si les emplois se diversifient au sein des jeunes générations. Même si de nombreux habitants de Tresse travaillent à Bordeaux dans les années 1960, la commune conserve un caractère rural et reste à l'écart de l'extension urbaine qui se réalise sur la rive gauche de la Garonne. À partir de 1970, tout change. La commune de Tresse s'inscrit pour de multiples raisons dans l'espace de l'agglomération bordelaise, dont l'extension s'organise désormais aussi sur la rive droite de la Garonne. Début 1970, les premiers lotissements apparaissent sur Tresse dans le secteur de Mélac et de Comtesse. Le lotissement de Mélac, de petite dimension, est assez caractéristique, avec des maisons à un étage installées à l'écart du chemin de Mélac. Au cœur de la commune, il y a le lotissement Saki et surtout celui des hameaux de Perrin sur les terres du domaine de Marès. Ces premiers lotissements sont l'œuvre de promoteurs qui viabilisent le terrain, répartissent le bâti autour d'une impasse et livrent clé en main la maison aux nouveaux arrivants. Les deux premières tranches du hameau de Perrin sont assez caractéristiques de ces réalisations. La vue aérienne de 1976 permet de constater que l'urbanisation de la commune se poursuit et s'amplifie, en particulier autour du bourg et le long de l'avenue des Trois-Lieues, entre le bourg et la limite avec la commune de Pompignac. Les deux principaux lotissements, le Verger et le hameau de Fabre, conçus durant cette période, demeurent l'œuvre de promoteurs qui réalisent la totalité de l'aménagement pour fournir des maisons clés en main. Le groupe Robin Promotion, qui a plusieurs résidences dans l'agglomération de Bordeaux, réalise le hameau de Fabre. On peut sourire aujourd'hui au discours pour promouvoir cette opération, mais les mots utilisés sont bien en phase avec le sentiment d'acquérir une maison individuelle dans un milieu encore rural. En 1980, la poussée urbaine se poursuit principalement au cœur de la commune de Tresse. La châtaigneraie est une opération assez comparable à celle du hameau de Fabre, mais il s'agit d'une des dernières opérations immobilières clés en main. Désormais, en raison de la crise économique, les promoteurs se contentent d'aménager le terrain et les autres promoteurs ou les particuliers construisent librement sur les parcelles du lotissement. Il en est ainsi de la troisième tranche du hameau de Perrin et du lotissement du Bourdieu. Pour accompagner cette croissance démographique, les édiles multiplient les équipements dans le centre-bourg et en renforcent la centralité. Salle des sports, extension du groupe scolaire pour faire face à l'augmentation du nombre des élèves, réalisation d'une allée marchande pour accueillir commerces et services, édification d'une salle des fêtes à côté du presbytère pour répondre aux besoins des associations. Car, dès 1980, l'ouverture de nouveaux lotissements s'amplifie. Fin de la troisième tranche des hameaux de Perrin, en construction libre, et surtout début de la réalisation du lotissement des Peupliers,
sur une grande partie de l'ancien domaine de Biré, tandis que l'ancienne chartreuse et les terrains attenants sont mis à disposition d'un institut d'éducation motrice. Toujours au début des années 80, commence les terrassements du futur lotissement de la Séguinie, qui jusqu'alors était occupé par un centre de formation para-agricole. La commune autorise la réalisation de ce lotissement, mais obtient en compensation le château et son parc. Ce site est mis progressivement à disposition des habitants de Tresse. Pour la municipalité, élue en 1977, c'est le début d'une politique plus volontariste en matière d'aménagement de l'espace et d'autorisation de construction. Cette volonté est inscrite dans le plan d'occupation des sols défini au début des années 80. Il détermine le grand axe de l'urbanisation le long de l'avenue des Trois-Lieux et du chemin de Mélac, et il fixe les parcelles qui seront ouvertes aux activités économiques le long de la route de Branne. Les édiles souhaitent également renforcer la mixité sociale. Et la première opération se situe au lieu-dit le Manège, là où s'entraînaient les chevaux de course du propriétaire du domaine de Biré. Un peu plus tard, sur des terrains achetés à la famille Balguerie, se place la deuxième grande opération d'habitat collectif, la résidence du bourg, confiée à l'office HLM du département, opération associée au lotissement Le Lavoir en construction libre. Prenons de la hauteur. L'évolution de l'habitat à Tresse est liée à l'évolution de l'agglomération bordelaise au début des années 80. La pression urbaine s'exerce surtout à Artigues, où a été créée une zone industrielle à proximité de la rocade en début de réalisation. Il en découle la mise à 2x2 voies de la route de Branne, ce qui a un effet quasi immédiat sur l'installation de nouvelles entreprises le long de cette route. C'est le cas de Rodière, société de logistique en transport, mais aussi d'une jeune entreprise, Dosatron International, sur la première zone d'activité aménagée par la commune dans le secteur de Mélac. À Bibonne, au pied de l'ancien moulin, sur des terrains achetés à la famille Balguerie, Gironde Habitat construit un nouvel ensemble HLM, tandis que sur la route entre le bourg et Pompignac, c'est la réalisation d'un nouveau lotissement important, celui du collège. La vue aérienne en 2000 permet de mesurer le développement des zones d'activité le long de la route de Branne en direction du carrefour de la Belle Étoile. On peut également observer que les activités se déploient sur les deux grands axes qui disposent d'un échangeur sur la rocade. Comme la route de Libourne manque de terrain disponible pour les activités, le report se fait sur la route de Branne et la commune de Tresse en bénéficie. Si le lotissement de Marès est réalisé par un groupe privé, désormais dans la presque totalité des cas, les lotissements sont confiés aux HLM de la Gironde, afin de respecter la mixité sociale, en mêlant habitat collectif et accession à la propriété, comme au Clos de Lémy. C'est encore Gironde Habitat qui mène le grand projet de lotissement de Vido, réalisé en 3 tranches à partir de 2014,
sur les terres de l'ancienne propriété du même nom. La dernière tranche est en voie d'achèvement en 2020. Les interstices sur le flanc nord de l'avenue des Trois-Lieues, entre le bourg et la limite de Pompignac, sont progressivement comblés par des opérations immobilières, notamment la résidence du Tasta et une résidence destinée aux seniors. Entre le Desclos et la route de Mélac, c'est Aquitanis qui est chargé du lotissement Gibert, qui lui aussi sera réalisé en plusieurs tranches. En 2020, les premières maisons sont actuellement en construction. En un peu plus de 30 ans, l'urbanisation de la rive droite progresse nettement, et en ce qui concerne Tresse, elle se réalise conformément à la stratégie d'aménagement de l'espace. Toutefois, on voit bien que les communes environnantes ont leur propre politique urbaine, et c'est ainsi que les lotissements de Bouliac se bloquent sur la limite communale de Tresse, tandis qu'une évolution comparable se fait vers Pompignac. L'implantation d'entreprises sur les zones d'activité le long de la route de Branne est également assez spectaculaire pendant cette période. La tendance devrait se renforcer avec la mise à 2 fois 2 voies sur la totalité de cet axe jusqu'à Fargues-Saint-Hilaire. Les évolutions futures, tant pour la métropole que pour la commune de Tresse, sont largement conditionnées par la capacité de résistance de 3 grandes exploitations viticoles qui, pour le moment, maintiennent un réel poumon vert dans tout ce secteur.